Bon, nous poursuivons donc le chapitre 6 sur les applications linéaires. Donc, après donc, le paragraphe 6.1, définition. 6.2, nous avons vu la notion d'image et noyau d'une application linéaire. Donc, maintenant, le paragraphe 6.3, donc, on va voir donc le cas particulier donc, des applications linéaires qui sont surjectives, injectives ou bien bijectives. C'est-à-dire comment seront leurs images. On va caractériser donc Meizu, donc quelles sont les propriétés de l'image et du noyau d'une application, lorsque cette application elle est surjective ou bien injective ou bien bijective. La notion donc d'isomorphisme d'espace vectoriel. Bon, donc on arrive donc au théorème 2, donc soit E et F, espace vectoriel, de espace vectoriel sur le même corps, on les prend sur le même corps K. Et on note par L une application linéaire, donc de E dans F. L, c'est une application qui est linéaire. Alors, on obtient donc les deux résultats suivants. Donc petit a, donc L est injective, L est injective, ceci est équivalent que le noyau de L, il est égal à le vecteur seulement, il est composé d'un seul vecteur qui est le vecteur nul. Petit b, L est surjective, ça c'est plus évident, Ceci est équivalent, donc, l'image de l'ensemble L est égale à, donc l'espace, tout l'espace grand F. Voilà. Donc, on a en vérité ici un outil, donc adat ou syllab, qui ne démontre qu'une application injective. Donc, sans utiliser la définition. Il suffit de démontrer que le noyau de L, dans le noyau de L, il y a seulement l'élément 0. Si on démontre que le noyau de L, donc il y a un autre élément différent du vecteur nul, ceci implique nécessairement ici que L n'est pas injectif. Bon, la preuve, elle est simple ici. Donc, le point B, il est évident, par définition même. Donc, le point A ici, donc preuve. On va démontrer la preuve. Donc, rapidement. Bon, supposons que, par exemple, on va démontrer que L, L est injectif. Supposons donc, et démontrant que ceci implique que le quart de U est égal à l'élément nul. Démontrons cette proposition. Donc on va démontrer que quart de U est composé seulement du vecteur nul. Justement, prenons soit donc un vecteur U qui appartient à quart de L. Pardon, ici c'est quart de L. Quart de L. Donc prenons donc un vecteur qui appartient à quart de L. Et démontrons que U est nécessairement égal, lorsque L est injective, démontrons que U est égal à 0. Donc U appartenant à quart de L, donc par définition, qu'est-ce qu'on obtient? On a L de U, par définition, L de U est égal au vecteur nul. L de U est égal au vecteur nul. Ça, donc c'est d'un côté. D'un autre côté, donc nous allons donc, si U appartient à quart de U, nous allons démontrer que U est nécessairement le vecteur nul. Donc U appartient à quart de L implique par définition, c'est quoi quart de L? Donc ce sont les éléments
dans l'image est égal à 0. Donc nous avons L de U est égal à 0. Ça d'une part. D'autre part, nous avons, ça c'est, on a L du vecteur nul est égal au vecteur nul. Car, pourquoi ceci? Car nous avons 0, le vecteur nul, est égal à x moins x. Donc, L de 0 est égal à L de x moins x. Or, L est linéaire, donc ceci est égal à L de x moins L de x, et ceci est égal à 0. Donc, qu'est-ce que nous avons démontré? On a démontré, donc, on a d'une part L de U est égal à 0 par définition, et nous avons aussi L de 0 est égal aussi à 0. Donc, et nous avons aussi que L, on a supposé que L est injective. Donc, ceci m'implique que, donc L de U et L de 0 ont la même image, donc ceci m'implique que ceci n'est possible que U est égal à 0. Ça veut dire le seul, donc on a démontré que si U appartient à ker de U, implique U égale 0. Ceci m'implique donc que ker de L est égal, il se réduit à l'élément nul. Voilà. Donc réciproquement, on va démontrer la réciproque maintenant. On va démontrer maintenant que si donc ker de L est égal à 0, ceci m'implique nécessairement que L est injective. Voilà. Démontrons donc cette réciproque. En effet, donc on va démontrer ça, en effet, on a, donc, prenons deux éléments x, prenons x, donc prenons x et y, donc qui appartiennent à E. Et supposons que L de x est égal à L de y. L de x est égal à L de y. On va démontrer que nécessairement x est égal à y. L de x est égal à y. Ceci m'implique que L de x moins L de y est égal au vecteur nul. Or, puisque L, ceci est équivalent, ceci m'implique que, puisque L est linéaire, donc L de x moins L de y, etc., est égal à L de x, ce sont des vecteurs ici, L de x moins y est égal au vecteur nul. Ceci implique quoi? Donc, j'ai la différence ici, x moins y, donc l'image de x est égale à 0. Ceci m'implique que x moins y appartient à ker de L. Parce que son image est égale à 0. Or, par hypothèse, ker de L est égal à 0. Donc ceci m'implique que le vecteur ici, x moins y, est égal. Et ceci m'implique que x est égal à y.
Et ceci donc implique que donc, L est injective. L'application L est injective. Donc c'est la fin de la démonstration. Donc le point B, donc il est simple. Donc c'est par définition. Donc on a, c'est quoi le point B ici? Donc le point B. Donc nous avons le point B ici. C'est L est surjective, équivalent à dire que image de L est égale à F. Donc ça c'est évident ça, c'est par définition. C'est par définition. Bon, maintenant nous allons voir un théorème. Donc théorème numéro 3. Soit E un espace vectoriel de dimension n sur un corps K. Donc, puisqu'il est de dimension n, donc on considère x1, x2, xn une base de E. Donc, n vecteurs qui sont linéairement indépendants, ou bien et, donc, il engendre l'espace E. Et soit F, un espace vectoriel sur K, et je prends dans F n vecteurs dans F. Je n'ai pas dit que y1, y2 c'est une base, donc je prends n vecteurs qui appartiennent à F. Bon, considérons maintenant soit L, soit L, l'application linéaire de E dans F, définie, donc ici définie, de façon unique, par, donc L, donc je la définis dans la base, L de xi est égal à yi. I égale 1, 2, jusqu'à 1. Bon, cette inégalité va me définir de façon, donc L ici, elle va me définir de façon unique l'application linéaire. Donc on va discuter de l'existence et l'unicité de cette application linéaire. Donc elle est définie par L de xi égale yi. Alors, petit a, L est injective. On va caractériser, donc cette application L. L est injective. Si et seulement si, et seulement si, donc le système Y1 jusqu'à Y1, donc est un système est libre. C'est-à-dire que le système de vecteurs Y1 jusqu'à Y1 est un système linéairement indépendant. Petit b, L est surjective. L est surjective. Donc si et seulement si et seulement si, le système Y1 jusqu'à Yn engendre, ou bien il est générateur, ce système-là, il est générateur de l'espace vectoriel F. Voilà. Et petit c maintenant, donc conséquence de A et B, donc L est bijective, l'application B est un isomorphisme, est bijective, si et seulement si, et seulement si, donc le système Y1 jusqu'à Yn est une base de F. Donc nous caractérisons, on peut caractériser donc l'application L, l'application linéaire L, juste en étudiant donc le système de vecteurs Y1 jusqu'à Y1. Voilà. Bon, donc on va essayer donc de démontrer ce théorème ou quelques parties de ce théorème. Donc c'est pas la peine de démontrer tout le théorème. Bon, il faut bien voir ici, il faut les quand est-ce qu'une application est totalement déterminée. On a une application, l'application L, elle est définie de E dans F. Quand est-ce que l'application est déterminée? Lorsque je connais toutes les images de l'application L. C'est-à-dire lorsque, quel que soit X appartenant à E,
Donc je connais L, l'image de L de X. C'est-à-dire, je connais ça. Si je connais toutes les images, quel que soit X, L de X est totalement est connue. Donc l'application L, elle est. Moi, je veux dire. Donc, par définition, l'application L, elle n'est pas définie, elle n'est pas donnée sur E tout entier. Mais elle est donnée seulement sur la base. Les valeurs sont données sur. Donc, elle est définie par L. Elle est seulement donc donnée sur L. Je connais ces valeurs sur les images, seulement la base. À quoi est égal L de xi est égal à yi. Donc je vais démontrer facilement que la donnée sur la base suffit tekfi. Une application linéaire. Lorsque je connais les images de la base, donc je peux connaître les images de tout élément de E. Lorsque je connais les images de la base, donc ceci va me permettre de connaître toutes les images donc des éléments de E. En effet, en effet, calculons donc, on a si, regardez bien, maintenant si x, je prends un élément, ou bien soit x, un vecteur quelconque appartenant à E, puisque x1, x2, c'est une base, donc on a x, s'écrit de façon unique, x est égal à lambda 1 x1 plus lambda 1 xn, plus lambda 1 xn. Bon, comment on définit l'application L? L'application L, donc, si x s'écrit dans la base lambda 1 x1 plus lambda 1, on définit donc L de x est égal à, je le définis, est égal à lambda 1 y1 plus lambda n plus lambda n yn. Bon, on va rapidement démontrer que cette application, donc il est clair que on va démontrer que L, c'est une application linéaire. Pourquoi? Parce que si on a, par exemple, x est égal à lambda 1 x1 plus lambda n yn, et par exemple, y est égal à bêta 1 x1 plus, c'est-à-dire l'écriture dans la base, bêta n yn, ici c'est lambda n x1. Ici donc c'est bêta n x1, c'est-à-dire l'écriture de xy dans la base, bêta n x1. On a ici donc, on a L de x. On a ici, premièrement, x plus y est égal à quoi? X plus y est égal à, donc est égal à lambda 1 plus les coefficients dans la base, bêta 1 x1 plus lambda 1 plus bêta 1 x1. Donc par définition, x plus y, l'application L, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle prend donc c'est-à-dire l'image L de x est égale à quoi? Est égale à, donc je prends le système y1 jusqu'à g ici. Si x est égal à, par exemple, lambda 1 x1 plus lambda n x1 dans la base, l'image L de x, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? L de x égale par définition, elle prend les mêmes coefficients, mais elle les multiplie par yi, y1 plus lambda 1 yn. Voilà comment on définit l'application L. Donc vous avez ici L de x plus y est égal à quoi? Donc les coordonnées de x plus y dans la base, elles sont lambda 1 plus bêta 1 jusqu'à lambda 1 plus. Donc est égal à lambda 1 plus bêta 1 multiplié par y1 plus etc. plus lambda 1
plus bêta 1 y1. Il est clair que ceci est égal à lambda 1 y1 plus lambda n y1 plus bêta 1 y1 plus bêta n y1. Il est clair que ceci, c'est quoi ça? C'est L de x plus L de y. Et on fait la même chose on démontre de la même façon que L de lambda x est égal à lambda fois L de x. Donc ceci m'implique que l'application L, l'application de E dans F, il est clair ici que l'image ici, cet élément-là, c'est une combinaison linéaire des éléments de F, donc il appartient à F, c'est un élément de F. Donc elle est une application linéaire. On démontre facilement que il existe une seule application définie de cette façon. Il existe une seule application linéaire définie de cette façon. Si on suppose qu'il y en a deux, supposons, donc, maintenant on va démontrer l'unicité de l'application, l'unicité de l'application L. Supposons qu'il existe une autre application linéaire, par exemple L bar, on l'appelle L bar, tel que, qui prend les mêmes valeurs, c'est-à-dire L de lambda 1 x1, ce qui vérifie, c'est-à-dire ici nous avons, qui vérifie tel que L bar de xi, c'est aussi égal à yi. I égale, qui prend les mêmes valeurs sur la base. Jusqu'à 1. Bon, nous avons, quel que soit x appartenant à E, x s'écrit dans la base, donc lambda 1 x1 plus lambda n x1. Nous avons L bar, L de, on a dit que L de x, par définition, est égal à lambda 1 y plus lambda n yn. Nous avons L bar de x, c'est égal à, donc à quoi est égal L bar de x? Puisque L bar de xi est égal à yi, donc c'est aussi égal à, est égal aussi, donc ici à lambda 1, la même chose, est égal à, donc L bar de x est égal à L, donc L de lambda 1 x1 plus lambda n, puisque L ici est linéaire, puisque L bar est linéaire, donc ceci est égal à quoi? Est égal à lambda 1 L bar de x1 plus lambda n L bar de x1. Or, L bar de x1, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc lambda 1 multiplié L bar de x1, c'est exactement, donc, y1 est égal à y1 plus, donc lambda n yn. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que quel que soit x appartenant à E, nous avons donc L bar de x est égal à lambda 1. Donc on a, qu'est-ce qu'on a démontré? On a d'une part L de x est égal à, donc on l'a défini comme ça, lambda
y1 plus lambda n, y1. Et de l'autre côté, nous avons démontré maintenant que L bar aussi de x, c'est la même chose. C'est égal à lambda 1, y1 plus lambda n, yn. Ceci m'implique que, donc, L et L bar, pour tout x appartenant à E, elles ont la même image. Donc ici, ceci implique que L est égal à L bar. Donc on a une seule application linéaire, donc, qui vérifie L de xi, L de xi, donc il existe, donc conclusion, il existe une seule application linéaire L, définie de E dans F, telle que, qui vérifie L de xi est égal à xi. Voilà, donc c'est la conclusion. C'est cette conclusion qu'on doit retenir. Maintenant, le point B, Qu'est-ce que j'ai dans le point B? Rapidement, donc on va faire ça rapidement. Le point B, montrer que si L est injective, si et seulement si, donc le système Y1 jusqu'à Yn est un système libre. Donc ça, bon, maintenant on va démontrer le point A, démontrer que L est injective, si et seulement si, donc Y, le système Y1 jusqu'à Yn est un système linéairement donc indépendant. Donc on va faire ça, donc le point A. Donc le point A. Donc n'oublions pas que l'application L, qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle vérifie L de xi est égal à yi. I de 1 jusqu'à n. Et que le système x1 jusqu'à x est une base de l'espace vectoriel de départ E. Donc ça, c'est l'hypothèse. Donc il faut bien voir ça. Donc on va démontrer que L, on suppose que L est injective. L'application L est injective. Et démontrons, c'est un bon exercice, donc on fait ça comme un exercice, démontrons que le système, donc ici Y1 jusqu'à Yn est un système libre. Voilà. En effet, supposons que lambda 1 y1 plus lambda n yn est égal à 0. Et on va démontrer que ceci implique nécessairement que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0. Donc supposons ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a, n'oublions pas que quelle est notre hypothèse? L'hypothèse L est injective. Donc n'oublions pas que y1 est égal à L de x1, y2 est égal à L de x2, etc. Donc ceci, donc on a, ceci m'implique que je remplace ici y1 par L de x1. Donc j'obtiens lambda 1 L de x1 plus lambda n L de x1 égale le vecteur nul. Puisque L est linéaire, donc j'ai maintenant L est linéaire, application L, elle est linéaire, donc cette équation-là, l'équation, je l'appelle l'équation 1, donc 1, implique, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc ici, L de lambda 1 x1 plus lambda n x1 égale le vecteur nul. Maintenant, j'utilise L et injective. L est injective, c'est l'hypothèse. Je suppose que L est injective. Ceci m'implique que ker de L est égal à l'ensemble nul. C'est-à-dire, j'ai L de lambda x1 est égal à 0. Donc, ceci m'implique quoi? Puisque
L de lambda 1 x1 plus lambda n x1 est égal au vecteur nul. Donc je vous rappelle qu'R de L, c'est l'ensemble des x tels que L de x égale 0. Donc puisque cet élément-là, l'image de cet élément est égale à 0, donc cet élément-là, ceci m'implique que lambda 1 x1 plus lambda n xn égale 0. Or, le système ici, x1 jusqu'à x1 est une base de E. Donc ici, dans l'hypothèse, ce système, c'est une base de E. Donc, lambda 1 voilà. Donc, lambda 1, une base, donc elle est libre et elle est génératrice. Donc je retiens libre. Lambda 1, x1 plus lambda n, xn égale le vecteur nul. Ceci m'implique que lambda 1 égale lambda 2 égale, etc., lambda n égale 0. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, donc je retiens cela, lambda 1 y1 plus lambda est égal à 0, ceci m'implique que, voilà, que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n égale 0. Donc ça veut dire que, ceci m'implique que le système ici, y1 jusqu'à yn, est linéairement indépendant. Voilà. Donc j'ai démontré que, on a démontré L injective, ceci m'implique que le système ici, y1 jusqu'à yn, donc est libre. Et on peut démontrer le contraire. On peut démontrer aussi que si y1 jusqu'à yn est libre, alors L est injective, donc facilement. Bon, le point C, le point B, c'est la même chose. Le point C, donc c'est une conséquence, C, donc E est une conséquence, et natija est une conséquence de A et B. Pourquoi? Parce que si vous avez U bijective, pardon, L, donc L bijective, ça implique que L est injective. Donc ça m'implique que donc, le système y1 jusqu'à yn est libre. Maintenant, L est bijective, donc ça implique aussi que L est surjective. Donc ça m'implique le point, ça c'est le point A, et ça c'est le point B. Donc ça m'implique que le système, y1 jusqu'à yn, c'est un système générateur. Donc générateur de l'espace F de F. Donc j'ai les deux. J'ai L bijectif implique E. Ça veut dire que mon système, il est libre et il est générateur. Donc ça implique que le système, un système qui est libre et générateur, donc, est une base. Est une base de F. Voilà. Bon, un résultat, donc, ou bien une conséquence directe, ou bien, en vérité, c'est un corollaire. Donc, natija mubashara. Donc, ça ne demande même pas une démonstration. Donc, ou théorème 4. Donc, soit E, rapidement, soit E, donc un espace vectoriel de dimension n, sur un corps K, sur le corps K. Et F
et F, un autre espace, un espace, un espace, un espace vectoriel. Bah ici, je ne dis pas de dimension finie, je prends seulement de dimension finie. De dimension finie. Et F, un espace, donc vectoriel, un espace vectoriel, la même chose, deux dimensions finies, deux dimensions. C'est-à-dire E et F sont deux espaces vectoriels, deux dimensions finies, sur le même corps K. Donc, soit L, soit L, soit L, une application linéaire de E dans F. Alors, L est une bijection, L est une bijection, si et seulement si, l'image d'une base de E est une base de F. L'image d'une base de E est une base de F. Voilà, donc, un théorème qui est une conséquence directe. Donc, on a la preuve تاعو. Donc, la preuve. Si je prends une base, soit x1 par exemple, x1 jusqu'à x1, une base de E. Je prends son image, donc je prends L de x1, L de x2, jusqu'à L de x1. Que je note égal, L de x1, je le note y1, L de x2, je le note y2, et yn. Donc il est clair d'après le théorème d'avant. Donc, si l'application L, donc elle est bijective, alors le système y1, y2 est une base de f. Est une base de f directement. Donc, donc c'est-à-dire l'image d'une base devient aussi une base de f. La réciproque, donc si maintenant le système y1 jusqu'à yn est une base de f, alors l'application L est bijective. Donc, ici, notation, donc terminologie, mustalah, terminologie et définition. Donc, si L est linéaire, une application linéaire et bijective, en même temps, elle est linéaire et elle est bijective. Alors, elle est appelée, on ne traîne pas le mot linéaire et bijectif, on dit que elle est appelée isomorphisme. Isomorphisme. Et on dit que s'il existe un isomorphisme entre E et F, et on dit que E et F sont isomorphes. Qu'est-ce que ça veut dire deux espaces vectoriels sont isomorphes? S'il existe une application linéaire, bijective entre E et F. Dans ce cas, on dit que les deux espaces sont isomorphes.
Bon, on obtient avec cette terminologie, donc on obtient le théorème 5, deux espaces, deux espaces vectoriels, deux espaces vectoriels, deux dimensions, de même dimension, des espaces vectoriels de même dimension, deux espaces vectoriels de même dimension, donc fini, sont isomorphes. Pourquoi ça? La preuve, elle est simple, c'est une conséquence. Ce théorème aussi, c'est une conséquence directe du théorème d'avant. Pourquoi? Parce que, supposons que dimension de E est égale à dimension de F est égale à N. Donc, soit donc, x1 jusqu'à xn, une base de E, une base de E, et y1 jusqu'à yn, une base de F. Et je considère l'application linéaire, donc, de E dans F. Donc, on a dit que, tel que L de xi est égal à yi. Puisque le système ici, y1 jusqu'à yn, est une base de F, d'après le théorème 4 et le théorème 3, donc l'application L est bijective. Elle est bijective. Donc, puisqu'elle est linéaire, donc L est un isomorphisme. De E dans F. Donc ceci implique, puisque il existe une application linéaire bijective de E dans F, donc E et F sont isomorphes. Donc deux espaces vectoriels de même dimension finie sont isomorphes. Bon, maintenant, on va définir le rang d'une application linéaire. Donc, soit E et F, donc deux espaces vectoriels, deux dimensions, deux dimensions finies. Donc, ils peuvent être deux dimensions différentes. Donc, la dimension de E, par exemple, égale E, M. La dimension de F est égale à N. Donc, deux dimensions différentes. Mais elles sont finies. Deux dimensions finies sur le même corps L et L, une application linéaire de E dans F. Elle est une application linéaire. Elle est une application linéaire. Donc, par définition, on appelle le rang de l'application linéaire L. C'est quoi, par définition? On appelle rang de 1 la dimension de image de L. On a dit avant que l'image de L est un sous-espace vectoriel de F. Donc, image de L est un sous-espace vectoriel de F. Donc, il peut être, si l'application L elle est surjective, donc image de L est égale à F. Donc, ça veut dire que image, donc ici, remarque. Si, donc on a
On a dit que image, l'ensemble image de L, c'est quoi? Donc est un sous-espace, est un sous-espace, est un sous-espace vectoriel de, de F, de l'ensemble d'arrivée. Si l'application linéaire L est surjective, alors nous avons image de L, elle est égale à F tout entier. Si l'application L n'est pas surjective, l'image de L, elle est contenue, si par conséquent, et dans ce cas-là, le rang de l'application linéaire L est égal à la dimension, de F. Si maintenant L n'est pas surjective, vous avez donc image de L, elle est strictement, elle est différente de F. Et par conséquent, vous avez le rang de L, la dimension du sous-espace, le rang de L, donc est strictement inférieur à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée F. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur le rang de l'application linéaire L. Bon, maintenant, nous allons voir le théorème 6, donc dans le même sens d'idée. Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels, deux espaces vectoriels, deux dimensions finies, sur le même corps K, Et L, une application donc une application linéaire de E dans F. L, pardon. Donc ça va venir, L, elle est, donc je prends L, donc linéaire. Bon. L est donc L, voilà, linéaire. L est linéaire. Alors, la dimension de l'espace vectoriel E, elle est égale à, donc elle est égale à, dimension de E, est égale à le rang de l'application linéaire L, plus la dimension du sous-espace vectoriel, ker de L. On sait que ceci est égal aussi, par définition, rang de L. C'est quoi? C'est la dimension de l'image, le sous-espace vectoriel image de L, plus la dimension, donc de ker de L. Voilà. Donc remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que si L est injective,
On remarque ici, si elle est injective. Ça veut dire que ker de E, il se réduit à 0, donc sa dimension est nulle. Donc ça veut dire que dimension, si l'application L est injective, donc nous avons dimension de E, elle est égale à dimension de image de E. Bon, maintenant, comme conséquence du théorème 6, on va voir le théorème 7, donc ici, soit les mêmes hypothèses, soit E et F, donc deux espaces vectoriels, la même chose, deux espaces vectoriels, sur le même corps K, deux dimensions finies. Donc, deux dimensions. Donc, les deux espaces vectoriels sont deux dimensions finies. Et L, une application linéaire, donc de E dans F. L, je la suppose qu'elle est L, elle est linéaire. Notant R égale rang, le rang de l'application linéaire, on sait que ceci par définition, c'est aussi la dimension de l'image de L. C'est aussi la dimension de L de E. C'est la même chose. Alors, nous avons donc les résultats suivants. Petit a, ce rang R, il est inférieur ou égal à dimension de E, et R, c'est aussi inférieur ou égal à toujours dimension de F. Il ne peut pas, le rang de l'application linéaire ne peut pas dépasser la dimension de l'ensemble de départ, l'espace vectoriel de départ, il ne peut pas dépasser la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Petit b, si jamais R est égal à dimension de E, ceci est équivalent, donc quand est-ce que ça arrive ça? Lorsque L, ça veut dire que si on a ça, L est injective. L est injective. Petit c maintenant, si R maintenant, la dimension de l'espace d'arrivée F, dans ce cas, nous avons L, l'application L, elle est surjective. Voilà. Bon, ce théorème-là est une application directe donc, de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que, donc on va faire la preuve rapidement, donc on va faire la preuve. Bon, preuve du théorème 7, donc on le fait comme un exercice, donc supposons que c'est un exercice. Donc nous avons, d'après le théorème 6, donc je vous rappelle, dans le théorème 6, nous avons donc dimension de E, donc on a dimension de E est égale à donc dimension de L de E, donc c'est-à-dire R est égal à R, le rang plus dimension donc de ker de E, ker de L. Donc ceci m'implique quoi? Ceci m'implique que R est égal à, donc dimension de E, moins dimension de ker de L. Alors d'après cette inégalité, donc, il est clair que R donc, est égal à dimension de E moins un nombre positif. Donc R est égal à dimension de E. Donc ceci m'implique que R est inférieur ou égal à dimension de E. Pourquoi? Parce que je lui enlève un nombre est égal à dimension de E moins un nombre qui est donc strictement
il est positif ou bien nul. Donc, il est inférieur ou égal à dimension de E. Donc, la deuxième inégalité, donc R est inférieur ou égal à dimension de F. Donc, nous avons la deuxième partie, nous avons donc ici, nous avons image de L est un sous-espace, donc est un sous-espace vectoriel de F, l'espace vectoriel F. Donc ceci m'implique que dimension de image de L est inférieure ou égale à dimension de F. C'est quoi la dimension de l'image de L? C'est R. Donc ceci m'implique que, par définition, R est inférieur ou égal à dimension de F. Bon, nous allons démontrer, par exemple, le point B. Bon, supposons, par exemple, on démontre un sens. Supposons que L est injective. L est injective. Ceci m'implique que R de L est égal, il se réduit à l'élément nul, 0. Et ceci m'implique que dimension, bon, par convention, donc on pose dimension de R de L est égal à 0. Donc ceci m'implique que R, qui est égal, on a dit que bon, R est égal à quoi? Donc est égal à dimension de E moins dimension de quart de L. Donc il sera égal à dimension de E. Enfin, le point C, l'implication réciproque, la même chose. Le point C, on a si L, je suppose maintenant L est surjective, on obtient dans ce cas, ceci m'implique que L, par définition même, L de E est égal à F, espace tout entier F, et donc ceci m'implique que, donc dans ce cas, R, qui est égal à dimension de E, R, qui est égal moins, donc nous avons L de E est égal à F, et par conséquent, puisque R ici est égal à dimension de, par définition R, c'est la dimension de L de E, donc ceci est égal à la dimension de F. Voilà, donc et la réciproque est aussi vraie. Bon, maintenant, on va passer à un exercice, donc exercice 10, donc soit E, un espace, donc soit E, un espace, donc vectoriel, donc deux dimensions, donc je prends un espace vectoriel de dimension n, de dimension finie n, et L, donc une application linéaire, donc de E, l'image c'est dans E, de E dans E. L, elle est une application linéaire, de E dans E. Donc montrer que les propositions suivantes, les propositions A, B, C, D et E. Donc là, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 propositions. A, B, C, D, E. Donc suivantes sont équivalentes.
sont équivalentes. Bon, maintenant, on va écrire les propositions A, B, C. Donc, la proposition A, c'est quoi? La proposition A, c'est L. L'application L est injective. La proposition B, elle est surjective. Elle est surjective. La proposition C, elle est bijective. Elle est bijective. La proposition D, le rang de L est égal à N, est égal à la dimension de l'espace vectoriel E. Et enfin, la proposition E, l'image d'une base, par L et aussi est une base. Donc est une base de l'image. Donc on va préciser. L'image d'une base de E par L est une base de l'espace vectoriel F. L'image d'une base est une base. Bon, remarque ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Cet exercice, il n'est pas... Donc, on remarque que ici, il faut bien voir ici que c'est un cas particulier. Nous avons L, c'est une application linéaire de E dans E. C'est pas de E dans F, c'est de E dans E. Lorsqu'on a une application linéaire de E dans E, nous avons donc ces équivalences. Dans le cas général, si on a une application de E dans F, le cas général, donc on n'a pas... Qu'est-ce que ça veut dire démontrer l'équivalence? Pour démontrer l'équivalence, il faut démontrer, par exemple, on commence par démontrer que A implique B, et B implique C, C implique D, et D implique E, et après on démontre que implique A. Comme ça, on aura démontré que A, si on fait le tour comme ça, donc on fait un cycle, vous avez la proposition A, vous avez ici B, après vous avez C, vous avez D, et vous avez E. Donc vous avez les implications comme ça, et E implique A. Vous avez donc le tour, les équivalences ici. On a les équivalences de toutes les propositions. Dans le cas général, on n'a pas L injective implique L surjective. Ça, c'est faux. On n'a pas L injective implique, par exemple, L bijective. Ça, c'est faux. Vous avez L bijective implique surjective et implique injective. Mais le contraire, on n'a pas, en général, on n'a pas L injective implique L bijective. Ça, dans le cas général, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais dans le cas d'une application linéaire de E dans E, ça devient vrai. Donc, vous voyez la force de... C'est-à-dire, quelle est l'utilité de cet exercice? Si on a une application linéaire de E dans E, il suffit pour démontrer que... Il suffit de démontrer que L est injective ou bien L est surjective. Et vous avez donc aussi que si L est injective, vous avez rond de L égale N aussi. Donc, et l'image, c'est surtout si vous avez L est injective, alors l'image d'une base est une base aussi. L'image d'une base est une base. Donc, il y a des implications qui sont évidentes, il y a des implications donc qui ne sont pas évidentes. Bon, solution de l'exercice 10. Donc, on utilise donc la relation. Donc, on a deux théorèmes avant. Donc, on a la dimension, on a L. L, c'est une application linéaire de E dans E. Donc, linéaire. Donc, nous avons E
d'après le théorème d'avant, est égal à dimension de l'image de E, L de E, plus la dimension de quart de L. Voilà. C'est cette relation qu'on va utiliser. Donc, on commence par la première A, l'implication A implique B. On commence par ça. C'est-à-dire, on va démontrer que si A, L est injectif, alors L est surjectif. C'est-à-dire, on va démontrer L injective. Ceci m'implique que L est surjective. On a dit que dans le cas général, ceci n'est pas vrai. Ceci est faux. Donc, L est injective. L injective. Ceci m'implique, d'après un théorème avant aussi, donc que on a quart de U, quart de L, est égal à l'élément 0. Donc ceci m'implique que la dimension de quart de L, par convention, ceci est égal à 0. Elle est égale à 0. Donc ceci m'implique, d'après la relation, donc que la dimension de E, d'après cette relation, dimension de E égale dimension de L de E plus dimension de quart de L, puisque la dimension de quart de L est égale à 0, donc dimension de E est égale à dimension de L de E. C'est-à-dire, les espaces vectoriels E et L de E, ils ont la même dimension. Donc, c'est le même espace. Ceci m'implique que L de E, un sous-espace vectoriel qui a la même dimension que l'espace lui-même, c'est lui-même. Donc, est égal, ils sont générés par la même base. Donc, est égal à E. Et par conséquent, ceci m'implique que, puisque L de E est égal à E, donc L est surjective. C'est la définition même de la surjectivité. L est si et seulement si L de E égale E. L de E égale, puisque L est une application de E dans E. Donc L de E égale E. Alors maintenant, je vais démontrer que B, l'application que B implique C, c'est-à-dire, je vais démontrer que si L est surjective, implique que L est bijective. Ça, donc ça. En effet, L surjective, donc on a L surjective, ceci m'implique que L de E est égal à E. Et ceci m'implique que dimension de L de E est égale à dimension, c'est le même espace, est égal à dimension de E. Et ceci m'implique que, donc, j'obtiens dans la relation, j'appelle ça la relation étoile. Je l'appelle la relation étoile. Ceci m'implique dans étoile, qu'est-ce que ça m'implique? La relation étoile, qu'est-ce qu'elle m'implique? Elle m'implique que dimension de quart de L, sous-espace quart de L, est égale à dimension de E moins dimension de E, qui est égale à 0. Et ceci m'implique quoi? Ceci m'implique que, donc, puisque quart de E, quart de L, quart, donc, de l'espace, donc, de l'application, le noyau est égal à l'élément nul. Donc ici, est égal à l'élément 0. Puisque quart de E, L est égal à 0, ceci m'implique que L est injective. Donc, par conséquent, nous avons L surjective. Nous avons démontré ceci implique que L est
L est aussi injective. Par conséquent, L surjective et injective. Ceci m'implique que L est bijective. Donc on a démontré L surjective, ça implique que L est bijective. Bijective. Voilà la suite de l'exercice. Donc on le fait de la même façon. Donc c'est pas difficile. Donc on peut démontrer que par exemple que C implique D. C implique D. La proposition C, ça c'est pas difficile, implique D. C'est-à-dire si ça de E rend pardon, que E est bijective, pardon, c'est quoi C implique D? Donc c'est U, L bijective. Ça implique que rang de L est égal à N. Ça c'est facile aussi. Pourquoi ça? Parce que vous avez, en effet, donc on va démontrer ça, en effet, donc si L, supposons que L, bijective, L est bijective. Donc on a vu que L est bijective, donc elle est injective et elle est surjective. Les deux, L est injective et L est surjective. Donc d'après la relation, nous avons, on l'a écrit encore la relation, nous avons dimension de E est égale à, on a dit, est égal à dimension de L de E plus dimension de cœur de L. Par définition, le rond de L, c'est la dimension de L de E. C'est-à-dire, nous avons ici, ou encore, on va l'écrire d'une autre façon, dimension de E est égale à, donc ici, dimension de L de E, c'est exactement le rond de L, plus dimension de cœur de L. Ceci équivaut à dire que la dimension de E est égale à N, et rond de L est égal, je pense que, donc, est égal à rond de L, puisque l'application L, elle est bijective, donc elle est injective. Injective, vous avez la dimension de cœur de L est égale à 0. Donc ici, donc cœur de L est égal à 0, sa dimension donc est égale à 0. Donc vous avez N est égal à rond de L. N est égal à rond de L. On a démontré donc la proposition, c'est-à-dire nous avons rond de L est égal à N. Et on peut donc continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Donc on démontre que maintenant, si là aussi c'est facile, si rond de L est égal à N, alors l'image d'une base est une base, et après on démontre que E implique A. Si l'image d'une base est une base, alors E est injective, donc tout ça c'est facile. Donc on s'arrête dans cet exercice, donc à ce niveau-là. Donc les autres implications, elles sont faciles. Donc on a une équivalence. Alors maintenant on considère l'exercice numéro 11, donc soit L, l'application de R3 dans R3 définie par L de XY, Z, est égal à Y moins Z, Z moins X, et X moins Y. Donc la question est trouver une base du noyau, de cœur de L, et une base de image de L. Bon, ici on remarque ici on remarque ici que l'application L est une application linéaire. Donc c'est une application linéaire. Donc L, bon, on peut démontrer facilement que l'application L de x, y, z est une application linéaire. Bon, démontrons comme solution d'exercice, démontrons que l'application L, donc L est
On va commencer par ça. L est linéaire. Comment on démontre que cette application L est linéaire? Bon, on peut voir ici que l'application L, en vérité, L de x, y, z, on peut l'écrire comme ça, est égal à, donc L1 de x, y, z, L2 de x, y, z, et enfin L3 de x, y, z. Ou l'application L1, c'est quoi? L1, c'est l'application de R3 dans R, qui a x, y, z, x, y, z, fait correspondre ici L1 de x, y, z, sur les composantes ici, est égal à, donc, est égal à y, y moins z. C'est de R3 dans R. L2, c'est l'application aussi de R3 dans R, qui a x, y, z, fait correspondre, donc ici on a L2 de x, y, z, égale à z moins x. Et enfin la troisième, L3, c'est l'application de R3 dans R, qui a x, y, z, elle fait correspondre, donc L3 de x, y, z, est égal à x moins y, est égal à y. Bon, on peut démontrer facilement que, ici nous avons L, nous avons dit que L est égal à, donc, L1, L2 et L3. Donc on a L est linéaire, si ceci est équivalent, si seulement si, donc L1 linéaire, L est L2 linéaire et L3 linéaire. Donc si les trois applications sont linéaires, alors L est linéaire. Et si L est linéaire, alors les trois applications, L1, L2, L3, et on sait que L1, une application, ici L1 de R3 dans R, elle est linéaire si et seulement si, donc L1 de x, y, z, toute application linéaire de R3 dans R s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z. C'est ce qu'on a exactement dans notre cas. L1, on a L1 de x, y, z est égal à, donc est égal à y moins z. Nous avons ici, alpha est égal à 0, bêta est égal à 1, et gamma est égal à moins 1. Donc elle est linéaire. Donc c'est une application qui a la même chose pour L2, donc vous avez L2 de x, y, z, donc elle est égale, on a dit qu'elle est égale à z moins x. Elle s'écrit aussi sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z, avec, nous avons alpha égale ici à moins 1, pardon, alpha c'est alpha. Donc nous avons alpha qui est égal ici à moins 1, gamma qui est égal à 0, bêta, le coefficient de y ici, bêta est égal à 0, et nous avons gamma égale 1. Donc elle est linéaire. La même chose pour L3. L3, vous avez de x, y, z est égal à x moins y, Vous avez elle est linéaire parce que vous avez alpha égale 1, bêta est égal à moins 1, et vous avez gamma égale 0. Donc l'application, c'est une application qui est linéaire. Donc c'est une application linéaire. Bon, maintenant, on va trouver une base. Donc la première question, une base de
du noyau de ker de L. Donc on va trouver une base de ker de L. Donc il faut bien voir que ker de L est un sous-espace vectoriel. Donc ker de L, on a ker de L,